Sud Radio, les débats sur Sud Radio jusqu'à midi, chers amis. On va revenir sur toute l'actualité qui anime cette semaine avec évidemment la guerre en Ukraine. Le pire est-il à venir? C'est ce que redoute en tout cas le Quai d'Orsay et l'Elysée. Emmanuel Macron qui l'annonçait hier après son entretien avec Vladimir Poutine. Emmanuel Macron enfin candidat. Alors ça, il l'a annoncé dans la presse avec sa longue lettre de déclaration de candidature, de sollicitation de nouveaux mandats. C'est ainsi qu'il s'est exprimé. Est-ce qu'il va vraiment faire campagne, le président? On va se le demander. Et puis, y aura-t-il un vrai débat présidentiel? Ça, c'est toute la question que tout le monde se pose dans la mesure où le chef de l'État est tout absorbé par la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Pour en parler avec nous, Jean-Luc Benamias, bonjour à vous. Bonjour. Membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, ancien membre aussi des Verts, ça aura son intérêt dans quelques instants. Benjamin Diane, bonjour à vous. Bonjour. Porte-parole de Territoire de Progrès, le parti de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. Et d'Olivier Dussopt également. Et d'Olivier Dussopt, est membre de la majorité. Ministre des Comptes publics. Absolument. Matteo Ghisalberti est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Journaliste franco-italien à Field Media. Et Thierry Garrier, dont vous avez reconnu la voix. Bonjour Thierry. Vous êtes éditorialiste politique. On retrouve tous les vendredis dans le Grand Matin Sud Radio, comme aujourd'hui avec Benjamin Glaise et Laurence Garcia. Je le disais, dans quelques minutes, nous parlerons de la guerre en Ukraine. Mais pour l'heure, commençons avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Tiens, Jean-Luc Benamias nous emmène aux Jeux paralympiques. Pourquoi, Jean-Luc ? C'est lié à la guerre en Ukraine. On s'est aperçu quand même que pendant les Jeux olympiques des sportifs valides, me semble-t-il, Monsieur Poutine et le grand chef chinois, le grand patron de la Chine, avait quand même demandé à Monsieur Poutine de ne pas attaquer l'Ukraine avant la fin des Jeux olympiques des valides. Je dis ça pourquoi ? Parce que je soutiens vraiment les sportifs et ces Jeux paralympiques, pour moi, ont vraiment une grande importance. Et qu'ils se retrouvent à être en plein Jeux olympiques dans une actualité qui ne parlera quasiment pas des Jeux olympiques et des athlètes paralympiques. Voilà. Alors, heureusement, le CIO tardivement a pris une décision d'empêcher la Biélorussie et la Russie de participer. Voilà, mais je voulais juste faire un geste par rapport à ces sportifs paralympiques qui se retrouvent dans une situation évidemment qui n'est ni bonne pour eux, ni bonne pour personne. Voilà, c'était juste un coup d'œil. Oui, un clin d'œil. On parle souvent des Jeux paralympiques, on en parle déjà peu. Pas plus par moi, je sais que c'est un peu décalé, mais pas complètement. Bon, on continue en tout cas, mais c'est vrai que les Jeux paralympiques seront complètement occultés, il faut bien le dire, par cette guerre en Ukraine. Coup de cœur plus politique, ça c'est Thierry Garrier. Oui, et ça va peut-être évoquer quelque chose, mon ami Jean-Luc Benamias. Absolument. Moi, mon coup de cœur, il va à Yves Jadot. Parce qu'il a enfin pris... Yannick Jadot, oui, que j'appelle Yves très très souvent. Yannick Jadot, qui enfin a pris la bonne décision. Il a viré de son équipe de campagne Sandrine Rousseau. Il était temps. Elle le plombait depuis le début. Alors ça va peut-être pas plaire à l'équipe de Macron, parce que chez Macron, ça faisait peut-être du bien de voir que Yves Jadot et la dynamique écologique. On va y arriver. Yannick, pardon. Mes excuses, monsieur le candidat. Voilà. Et donc, on rappelle d'ailleurs ce qui a déclenché cette éviction brutale de Sandrine Jadot de l'équipe de campagne de Sandrine Rousseau. Décidément, c'est une contagion. Sandrine Rousseau qui s'est livrée à des confidences au vitriol dans un article du Parisien, d'ailleurs, qui les a révélées. En gros, elle a traité de nulle toute l'équipe de direction de la campagne. Elle a tiré à boulet rouge sur absolument toute la campagne de Yannick Jadot. Les Verts font à nouveau ce qu'ils savent le mieux faire, s'assassiner entre eux. Exactement. Est-ce que vous confirmez, Jean-Luc Benamias ? Malheureusement, je confirme. Et je pense que Yannick a pris évidemment la bonne décision. Ça n'a pas cessé depuis... Enfin, je vais faire un autre parallèle. Allez-y. Vous vous rendez compte quand même qu'il y a eu plusieurs primaires, plus ou moins internes, plus ou moins externes, et que celle-là était pourtant l'une des plus propres. Toutes ces primaires aboutissent à une catastrophe. La primaire populaire aboutit à un gâchis généralisé avec Madame Taubira. La primaire de la droite aboutit à ce que nous savons sur la campagne de Madame Pécresse. Et la primaire des écolos, qui était plutôt réussie, tout le monde l'avait vu en septembre-octobre dernier. Et ça aboutit à une cacophonie généralisée. Alors après, il n'y a pas de surprise. Thierry connaît à peu près les Verts aussi bien que moi. Clairement, c'est très habituel malheureusement. C'est-à-dire qu'ils sont incapables, quand il y a des enjeux très importants, de faire abstraction de leurs divergences internes. Et là, effectivement,
je regardais cette campagne, je suis plutôt proche, ça ne surprendra personne, de la candidature de Yannick Jadot, mais clairement, c'était un parcours de combattant. Dès que Yannick Jadot faisait preuve de pondération, on le voit notamment par rapport à l'attitude des Verts et de Yannick Jadot pendant la campagne par rapport à la guerre en Ukraine. Oui. C'est pas facile pour un Vert de dire oui, on peut armer les populations ukrainiennes et l'armée ukrainienne. C'est difficile par rapport à l'histoire de l'écologie politique. Mais il le fait, et c'est de mon point de vue extrêmement courageux. D'ailleurs, voilà. C'est une des causes de la colère de Sandrine Rousseau contre Yannick Jadot. Elle expliquait aux journalistes du Parisien que Emmanuel Macron vendait son récit de la guerre, alors que eux, je cite, les écolos vendaient des chaudières. Ça, c'est pire encore. Elle disait on n'a rien à gagner à courir derrière Macron, comme si tout n'était que marketing et posture tactique. C'est incroyable. Désolé, mais si on passe sa vie sur une autre planète où on parle que de véganisme, LGBT, minorité, etc., parfois le réel rentre avec toute sa violence. C'est ce que je disais. Quand on ne vit que dans le marketing et dans le calcul politicien, et la réalité vous rattrape. Alors, est-ce que Sandrine Rousseau va manquer à la majorité? Tiens, Benjamin Diane. Est-ce qu'elle va manquer? Au-delà de tout ça, alors Jean-Luc Benamias connaît mieux les Verts que moi, mais ce qu'on voit, c'est quand même le dernier épisode de l'explosion totale de la gauche. C'est-à-dire que tout habillé, la gauche française va faire une quinzaine de pourcents, en dehors de Mélenchon. Mais je veux dire, tout ce qui était ce bloc entre ce bloc dont venait votre parti, voilà, d'ailleurs, entre LFI et ce qui était hier le centre. Cette offre politique n'existe plus. Elle a donné un spectacle mais déplorable pendant cette succession de primaires qui sont en fait une triste fin qui est présentée. Et d'ailleurs, la dernière primaire à avoir porté ses fruits, c'est celle de 2012 qui a porté François Hollande à la candidature du Parti socialiste et donc à l'Élysée. Thierry Garrier. Non, je suis pas tout à fait d'accord. Je crois qu'il y a une offre de gauche, par exemple. Il y a deux personnages à gauche qui ont montré une ligne, qu'on l'apprécie ou non. C'est Jean-Luc Mélenchon qui d'ailleurs est très critiqué pour son soutien à Poutine à un moment donné, ou en tout cas à la Russie de Poutine et des oligarques, mais Jean-Luc Mélenchon a une ligne claire, nette, engagé une campagne depuis longtemps. Et puis Fabien Roussel aussi est apparu, est au fond une émanation de cette gauche républicaine universaliste, très marxiste sur le plan économique, mais qui au moins a une ligne très nette, et il faut lui reconnaître ça. Mais on dit à peu près la même chose. En fait, on voit aujourd'hui le clivage droite-gauche qui existait, aujourd'hui on voit qu'il est en train de se recomposer totalement avec une gauche qui va être une gauche de l'extrême, une extrême gauche. On va tout reconstruire, effectivement. En parlant de l'extrême gauche, et vous irez plus loin dans quelques instants, mon cher Jean-Luc Benamias, mais en parlant de l'extrême gauche, pas de problème. Elle aura un autre candidat, un candidat de plus, c'est Philippe Poutou, le candidat du nouveau parti anticapitaliste, qui a annoncé avoir ses 500 signatures hier. Il est donné à 0,5% des sondages dans notre rolling IFOP fiducial pour Sud Radio. Vous parliez de Mélenchon, il est donné à 11,5%, en hausse d'ailleurs, toujours dans le rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, nettement devant Yannick Jadot, 4,5%, Fabien Roussel 4% et Anne Hidalgo 3%, mais en légère hausse quand même. On va continuer à suivre l'actualité de la présidentielle avec vous dans quelques minutes, et on va parler aussi de ce qui va cacher la présidentielle, tout simplement, c'est l'Ukraine. On va en parler avec vos coups de cœur, vos coups de gueule, et on va faire le point d'ailleurs sur la situation. Est-ce que le pire est devant nous en Ukraine? On en parle après les informations. Les débats jusqu'à midi sur Sud Radio avec nos invités: Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, Benjamin Diane, porte-parole de Territoire de Progrès, Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien à Field Media, et Thierry Garrier, éditorialiste politique Sud Radio. Évidemment, dans quelques minutes, nous parlons de la guerre en Ukraine. Le pire est-il devant nous, comme le disent le Quai d'Orsay et l'Élysée? Y aura-t-il enfin un débat présidentiel avec l'annonce de la candidature d'Emmanuel Macron? On va en parler aussi, mais pour l'heure, on continue vos coups de cœur et vos coups de gueule. Tiens, un coup de cœur œcuménique, Matteo Ghisalberti. Spirituel. Oui, mon coup de cœur, c'est pour les chrétiens des Biarritz qui se sont rassemblés, en particulier des orthodoxes russes et ukrainiens, qui se sont rencontrés avec des catholiques aussi pour prier pour la paix en Ukraine. Et je trouve que voilà, c'est une initiative très intéressante. Il y en a eu d'autres, par exemple aussi dans le Val-de-Marne, dans le diocèse d'Évry, avec des protestants aussi. Tout ça parce que effectivement, cette guerre, malgré
malgré ce qu'il dit Poutine, n'est absolument pas une guerre des religions. Et d'ailleurs, elle concerne et elle afflige beaucoup de familles de deux côtés, parce que les Russes et les Ukrainiens ont aussi des liens familiaux. Absolument. Et c'est vrai que en Ukraine, il y a des fidèles orthodoxes qui appartiennent au patriarcat de Moscou et d'autres au patriarcat de Kiev. C'est un peu leur cuisine interne, mais quand même, je pense que toutes les initiatives pour la paix sont toujours les bienvenues, qu'il s'agit des prières ou autre chose. Mais ce n'est pas anodin, en tout cas, de voir des gens qui campaient sur des positions très différentes, se rassembler, faire quelque chose de finalement très intime aussi, comme une prière. Thierry Garrier. Juste pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, évidemment pas ceux du Sud-Ouest, mais il y a une tradition d'une présence russe ancienne, à la fois grecque-catholique, mais à la fois orthodoxe, à Biarritz, à Nice, au-delà même de l'arrivée dans la foulée des oligarques et des mafieux russes. Et depuis très longtemps, notamment des réfugiés de la guerre civile russe. C'est bien avant, les Russes blancs, mais pas que, et puis après aussi des Russes contemporains. C'est intéressant, en tout cas, je pense. C'est ces deux communautés qui se sont parlé, en fait. Parce que ça évite d'ailleurs d'emporter un conflit dans notre territoire, ou en Europe en général, parce que il y a beaucoup de Russes et d'Ukrainiens qui habitent en France et dans d'autres pays européens et qui sont complètement rassemblés dans cette tragédie, parce que de toute façon... Parce que c'est une tragédie, et que d'ailleurs, quand le pire a commencé, il n'y reste plus qu'à prier. Thierry ? Oui, j'ai vu sur Twitter tout à l'heure une information, est-ce qu'elle est vérifiée ? Je n'ai pas eu le temps de la vérifier, mais qui laisse entendre que Lionel Jospin apporterait en partie son soutien, non pas pour la présidentielle, mais sur son action à propos de l'Ukraine au président de la République, qualité comme chef de l'État, avec une formule qui est celle de Lionel Jospin, qui dit il faut en effet isoler Poutine, le dictateur, mais parler au peuple russe, à la culture russe, à la nation et au peuple russe. Au fond, c'est ce que tout le monde espère. Personne n'en veut aux Russes. Et ce sera d'ailleurs de plus en plus difficile. Une radio libre qui existait en Russie, l'Écho de Moscou, a été fermée par le pouvoir. Et la télévision d'opposition Trof aussi. Absolument, et la télévision de l'opposition Trof aussi. On continue à parler de l'Ukraine avec ce coup de cœur de Benjamin Djian pour les réseaux sociaux, tiens. Oui, c'est plus qu'un coup de cœur, c'est jusqu'à une déclaration d'amour. Une déclaration d'amour un peu amère, parce que la situation est tragique, mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance toujours à dire que les réseaux sociaux rentrent dans nos vies, qu'il y a beaucoup de vacuité, qu'on s'échange des images qui ont peu d'intérêt. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que finalement, s'il n'y avait pas ces réseaux sociaux-là, le traitement de l'invasion en Ukraine par la Russie serait tout à fait différent. En fait, les réseaux sociaux sont révélateurs de la vérité. Il y a une guerre en fait qui se livre aussi sur. Alors il y a deux vérités qui sont deux vérités qui s'affrontent, et on évoquait justement à l'instant le fait que les médias russes sont complètement bâillonnés, mais il y a un combat d'opinion qui se livre aussi sur les réseaux sociaux. On vit la guerre presque en direct, qui nous permet justement qu'il y ait une conscience internationale qui se sédimente en temps réel, et des réseaux sociaux qui justement font que on a une attitude par rapport à ce conflit qui est totalement différente par rapport au conflit passé. On peut d'ailleurs saluer le travail de nos confrères de Quotidien qui avaient montré le montage de la télévision publique russe cette semaine, qui montrait l'intervention du ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov à une conférence sur le désarmement, et avec des plans de coupe à la télé qui montraient les représentants de la France, de l'Union européenne et des États-Unis en train de l'écouter attentivement et sagement, alors même que les vraies images montraient qu'ils étaient tous partis, tous les Occidentaux, tous les Européens, avant le début du discours de Sergueï Lavrov. C'est donc dire aussi que l'information est une arme, et en particulier une arme pour le pouvoir russe en Russie. Je vous propose qu'on commence à parler de la guerre et qu'on entre malheureusement dans le vif du sujet. Le pire est-il devant nous ? Ça, c'est la question qu'on peut se poser depuis ce que nous ont rapporté d'une part l'Élysée hier après l'entretien entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, d'autre part le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Il est possible, je cite, que le pire soit devant nous dans la guerre menée entre la Russie et l'Ukraine.
Ukraine. On peut craindre une logique de siège. Cette logique de siège est déjà commencée. La grande ville de Kharkov est assiégée. Celle de Kherson, a priori, est tombée. On a vu des combats d'ailleurs cette nuit dans une centrale nucléaire avec un départ d'incendie. Du coup, évidemment, les Ukrainiens en ont beaucoup parlé. Volodymyr Zelensky a même dramatisé en disant: nous avons vécu une nuit qui aurait pu arrêter l'histoire de l'Europe. Rien que ça. Est-ce que le pire est devant nous pour vous? Tiens, Thierry Garrier. Le pire, c'est au moins deux dimensions. Il y a la question de l'Ukraine elle-même, et puis il y a la suite. Il y a des tas d'interrogations à cet égard sur ce que peut vouloir faire dans la foulée d'une victoire en Ukraine, qu'on présage, qu'on redoute. Derrière, une agression possible, car dans ce cas-là, nous serions à une frontière désormais nette entre la Russie et l'Union européenne directement, dont une partie de ses membres appartiennent à l'OTAN. Donc qu'est-ce que c'est que le pire? Le pire, c'est déjà la problématique ukrainienne elle-même. On voit bien que Poutine n'arrive pas à conquérir et qu'il détruit. Les images le montrent tous les jours. Il détruit les villes, il détruit les zones civiles, les villes, tout simplement. Ce ne sont pas des sites militaires qui sont détruits violemment par des missiles réguliers et des bombes. Donc le pire, c'est quoi? C'est la conquête complète de l'Ukraine et la conquête par la destruction et une domination de toute l'Ukraine. C'est une séparation avec une zone tampon plutôt neutre. Voilà, c'est peut-être ça qu'évoquait. Mais le pire, ça peut être une menace plus que le président Zelensky laisse entendre. C'est sans doute chez lui une forme de posture tactique pour pouvoir... C'est une bonne guerre. Voilà, exactement, si j'ose dire. Mais il n'empêche que la France aujourd'hui a des soldats en Roumanie pour renforcer la frontière européenne, qui au fond est notre frontière. Mais la France aujourd'hui vient de faire appareiller le Charles de Gaulle et toute l'escadre aéronavale du Charles de Gaulle avec ses frégates et sous-marins qui l'accompagnent, le groupe aéronaval, pour rejoindre plus ou moins la proximité de la Roumanie, pour pouvoir là encore dissuader de toucher, de passer un petit doigt, un cheveu de l'autre côté des frontières de l'Union européenne. Plus les soldats se font face dans une période de tension, plus on risque un dérapage ou une bavure. Et le pire, c'est la réaction en chaîne. Tiens, vous parliez de la frontière entre l'Union européenne risque existe. Et la Russie, ou du moins plutôt la zone sous l'orbite russe. Un troisième pays a demandé en urgence son adhésion à l'Union européenne cette semaine. C'était hier, c'est la Moldavie, à la suite de la Géorgie et donc de l'Ukraine. En gros, les trois pays qui ne sont pas membres de l'Europe, mais dont une partie du territoire est occupée de force par l'armée russe, demandent à rejoindre l'Europe. Mathéo? Moi, je pense en tout cas que dans toute cette histoire, dans la réaction aussi de l'Union européenne, il y a un avou d'impuissance d'un côté et aussi un avou de culpabilité, dans le sens que si on en a... Culpabilité, oui, un aveu de culpabilité. Oui, je m'explique. Alors expliquez-vous. Parce que je pense que malgré les bonnes volontés qu'il y a eu en Europe depuis plusieurs années pour éviter une escalade en Ukraine, l'Union européenne et les États-Unis aussi n'ont pas réussi à convaincre les deux parties, et en particulier pour certaines choses, l'Ukraine a, par exemple, à pousser, à pondre, disons, des statuts d'autonomie très fortes, très poussés dans les zones russophones, comme il se passe dans certains pays européens où il y a des minorités linguistiques, par exemple, qui sont très autonomes et qui peuvent gérer leur quotidien de façon très détachée par rapport au gouvernement central. Est-ce qu'il était crédible de faire de la République autoproclamée de Donetsk une espèce de Val d'Aoste comme en Italie Je ne sais pas. Alors, il faut. Je mesure mes. Non, mais où est la culpabilité? Où est l'aveu de culpabilité? Le fait que, coupable de quoi? Coupable d'avoir en tout cas laissé faire croire à l'Ukraine qu'elle pouvait rentrer dans l'Union européenne alors que... elle n'a même pas été candidate avant la guerre. De toute façon, on n'a pas toujours dit clairement que... Parce que en Europe occidentale, en général, quand et après je voulais finir mon raisonnement. En Europe occidentale, on dit que dès qu'il y a quelqu'un qui dit je suis contre l'élargissement,
c'est la fin du monde, parce que ça veut dire être, comme d'habitude, fermé, vouloir fermer les Français étaient plutôt hostiles à un nouvel élargissement, ça c'est un fait. Ceci dit, quand vous regardez les il y avait aussi des forces de l'Union européenne et des gouvernements dans l'Union européenne qui n'ont pas été très clairs vis-à-vis de l'Ukraine et aussi d'autres pays. Enfin, laisser planer cette chose. Et puis, n'oublions pas que rentrer dans l'Union européenne, techniquement, du point de vue de la défense, ça ne change rien. Alors oui et non d'ailleurs. Depuis le traité de Lisbonne, il y a une clause de solidarité entre États qu'on applique pas vraiment à appliquer avant. Exactement. Mais en tout cas, c'est quand même important de le souligner. Ceci dit, je voulais terminer. On va en reparler. On va en reparler, y compris avec vous, Matteo Ghisalberti. Mais on parle pas des Ukrainiens dans tout ça, y compris des 40 millions d'Ukrainiens, y compris ceux qui parlent russe. Regardez les manifestations que vous avez à Kherson. C'est une ville qui est russophone. Ils manifestent devant les chars russes. C'est pour ça que je voulais terminer mon raisonnement en disant que, effectivement, je ne sais pas si on aurait pu arriver à des situations comme la Vallée d'Aoste, comme vous citez, ou la Catalogne, qui est quand même compliquée, ou la Corse, je ne sais pas. Mais il faut effectivement reconnaître qu'on n'est pas dans l'Europe de l'Ouest où, pendant des siècles, on a préparé ce qui a abouti à des régions autonomes. Là-bas, on a eu des guerres jusqu'il y a 50 ans, oui, jusqu'à il y a 50 ans, et après une dictature, etc. Mais il y a eu effectivement une occupation. En tout cas, c'est vrai que l'histoire est beaucoup plus compliquée en Europe de l'Est. Probablement aussi qu'on la connaît moins bien. Ça, c'est une évidence. Mais la situation. Et probablement, ça nous a arrangé aussi d'avoir, de toute façon, une Russie qui gardait la main sur cette partie du monde, qui maintenait les choses tranquilles, vis-à-vis aussi des oléoducs, que des fois la Turquie pouvait embêter. Cette époque est terminée et justement cette manière de garder la main, là c'est même plus garder la main justement. On va en reparler de la guerre en Ukraine, chers amis, dans un instant sur Sud Radio. Est-ce que le pire est devant nous? À qui la faute? Tiens, c'est un peu la question qui est lancinante sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup d'internautes s'écharper, y compris sur ceux de Sud Radio. Ça va, à qui la faute dans cette guerre? A priori celui qui a ouvert les hostilités quand même, mais on va en parler dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Les débats sur Sud Radio jusqu'à midi. La guerre en Ukraine, est-ce que le pire est devant nous? On en parle avec Jean-Luc Benamias, Benjamin Gian, Matteo Ghisalberti et Thierry Guerrier. On disait à l'instant avec Matteo Ghisalberti et Thierry Guerrier qu'un des reproches qui était fait notamment sur les réseaux sociaux, pourquoi pas à la France et à l'Union européenne, c'est d'avoir convaincu les Ukrainiens de vouloir entrer en majorité dans l'Union européenne. Oui ou non? Qu'en pensez-vous, Jean-Luc Benamias? Malheureusement non. Oui. L'Union européenne, au moins, ce dont on peut savoir aujourd'hui, c'est que cette malheureuse guerre, cette malheureuse invasion a poussé l'Union européenne à penser qu'elle existait réellement en tant que collectif. Et ça n'est pas une mince affaire. Je n'ai pas entendu, moi, parler d'histoire de l'Union européenne qui aurait dit à l'Ukraine. Non, c'était tout le débat fondamental de savoir comment on évitait d'avoir ce que nous fait M. Poutine, le dictateur Poutine aujourd'hui, c'est-à-dire une guerre déclarée et on y va à fond. Et dans ce cadre-là, moi je me félicite qu'enfin l'Union européenne ait commencé à penser qu'une défense commune était plutôt utile. Et que tout ça, évidemment, en alliance, plus ou moins, plutôt plus que moins, avec l'OTAN, mais avec une Union européenne autonome, capable d'agir en autonomie. Et vous avez vu, vous l'avez dit tout à l'heure, quand après la Géorgie, la Moldavie demande l'adhésion, c'est tout à fait nouveau tout cela. Et c'est les éléments de géopolitique, de bouleversement totaux de la totalité de la géopolitique mondiale qui sont en train de vivre, malheureusement, à cause d'une guerre absolument dramatique. De toute façon, après, sans parler d'ailleurs, Jean-Luc Benamias, pardonnez-moi, de l'augmentation massive du budget militaire de la République fédérale d'Allemagne, plus 100 milliards d'euros, même si c'est ponctuel, ça c'est du jamais vu. Mais parce que pour l'instant, la seule armée, depuis le Brexit, est donc la seule armée réellement existante capable d'intervenir à l'extérieur, c'est la France. Oui. Et que dans le sujet maintenant et les Britanniques. Non, mais les Britanniques, j'ai bien dit. Non, j'entends bien, mais c'est une des deux forces, les deux seules armées très puissantes en Europe. Jean-Luc. Mais tout à fait. Ça va d'ailleurs montrer qu'on aura forcément un rapprochement qui, par ailleurs, a toujours existé, à mon avis, entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Ça paraît être une évidence totale. Mais même si l'armée française, Jean-Luc, est la plus puissante armée d'Europe continentale de l'Ouest, en tout cas, au rythme des pertes russes, c'est ce qu'expliquait
le colonel Michel Goya. Je vous recommande d'ailleurs ses analyses quotidiennes sur Twitter. Au rythme des pertes russes, l'armée française n'aurait plus de matériel majeur au bout de 40 jours. C'est quand même important de le souligner. C'est-à-dire que même si l'armée française est puissante, rien à voir avec l'armée de terre. Avec votre raisonnement, la complexité est de ne pas pousser le dictateur Poutine à aller plus loin qu'il n'est déjà aujourd'hui. On voit bien comment M. Macron, le président de la République, qui fait son travail, et je le dis alors que je ne suis pas un soutien de M. Macron, je suis comme beaucoup d'autres Français, je pense que l'union nationale par rapport à tout ça, démocratique, est absolument obligatoire. Je l'ai dit. Ok, donc comment faire pour mettre de la pression sur le dictateur Poutine sans engager une guerre nucléaire absolue? Toute la complexité est là, et on le voit bien. C'est-à-dire, jusqu'où peut-on aller? Parce que, par exemple, tout le monde s'est posé la question, pourquoi on n'envoie pas l'aviation? Il n'y a plus d'aviation ukrainienne. On aurait pu... et dans ce cadre-là, c'était un pas de plus vers une guerre totale. Et une guerre totale, je pense sérieusement que aujourd'hui, on l'a vu dans les différents... ce qu'on a pu voir des différents débats entre M. Poutine, ce qu'on a pu voir, parce qu'on ne sait pas tout, évidemment. Entre M. Poutine et M. Macron, on voit bien qu'on a affaire à un fiefé menteur, mais ça tout le monde le savait déjà, mais surtout un mec qui est extrêmement dangereux. Jusqu'où peut-on aller par rapport à cela? Alors, le soutien des différentes armées, notamment des différentes armées, par l'armement qu'on peut fournir aux Ukrainiens, parce que une chose est sérieuse, même si M. Poutine arrivait à conquérir l'Ukraine, tout le monde sait bien qu'en Ukraine, les Ukrainiens résisteront de toute façon. Il restera des poches ici ou là de résistance. Et sauf que ces poches, dans quelle ruine, c'est aussi l'inquiétude qu'on peut avoir, notamment dans les grands centres urbains. J'aimerais qu'on en parle aussi avec Benjamin. C'est la politique de la terreur, qui est totalement contradictoire d'ailleurs avec ce que nous disait M. Poutine il y a quelques semaines, c'est-à-dire je veux que l'Ukraine existe en tant qu'entité pro-russe. Enfin, de toute façon, on n'était pas aussi... On n'était pas aussi, Jean-Luc Benamias, obligé de le croire quand il parlait d'opération de démilitarisation. Je ne le croyais pas pour autant. De dénazification de l'Ukraine, ce qui était quand même particulièrement outrancier. Benjamin Diane, vous êtes porte-parole du parti Territoire de Progrès, c'est le parti du ministre des Affaires étrangères, notamment Jean-Yves Le Drian. Tiens, qu'est-ce qu'il peut faire, le ministre des Affaires étrangères, pour faire pression, lui, ministre français, sur Vladimir Poutine, sans engager des forces armées? Je reviens à notre question initiale. C'est vrai que le tableau qu'on décrit aujourd'hui sur est-ce que le pire est à venir. Moi, si j'écoute un peu ce que Poutine a dit hier soir, effectivement, vu le discours qu'il tient, il y a toutes les raisons d'être inquiet parce qu'il change pas de rhétorique. Il est toujours sur des propos très outranciers, avec une relecture de l'histoire. Il parle toujours de dénazification. On a l'impression qu'il y a un côté complètement irrationnel chez lui. Mais il y a quand même j'arrive à votre question dans le paysage ambiant, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas rompu, c'est le dialogue. C'est-à-dire que le président Macron, de manière, alors on peut le voir de manière ça peut être un peu surprenant, mais le dialogue continue. C'est-à-dire un dialogue de sourds qui continue. Mais il continue de se parler. C'est-à-dire que dans cette ambiance générale, les acteurs déjà se parlent. Moi, c'est dans ce climat, j'essaye de voir une touche d'un peu de positif. Et effectivement, la diplomatie a peut-être encore son rôle à jouer. Il est très caché, mais il y a ce dialogue. Après, effectivement, il est hors de question aujourd'hui d'employer des forces armées. Mais il y a un point qui m'a surpris ce matin, c'est qu'il y a effectivement dans l'opinion publique russe aujourd'hui, et notamment chez quelques oligarques, un début de renversement, un frémissement et un renversement de la situation. Quel poids auront-ils dans leur propre pays? Certes, mais quand on parle de diplomatie, il faut effectivement parler de la diplomatie économique aujourd'hui, et on voit effectivement si la Russie, le poumon économique de la Russie est complètement asphyxié, et si les oligarques commencent à lâcher le pouvoir, et là, il y a peut-être quelque chose effectivement. Thierry Garrier. Oui, moi je voudrais dire, puisqu'on a le droit de tout dire et qu'on peut débattre ici, on est là pour ça, que je suis navré, triste même, d'entendre le discours tout à l'heure de Matteo sur cette idée que l'Europe
devrait être coupable, aurait fait un aveu de culpabilité. Mais de culpabilité de quoi? De culpabilité d'être riche, opulente, créatrice d'activités et donc séductrice avec sa liberté, sa façon avec le marché de partager, de séduire les peuples qui ont été les peuples baltes, les peuples de Pologne, de Russie, de Bulgarie, qui étaient sous le joug soviétique autrefois et qui ont choisi volontairement... Laissez-moi finir. Non, mais moi je vous le dis, j'ai entendu quelque chose qui ressemble à une forme du discours poutinien, qui est de dire, mais oui, bien sûr, qui est de dire, vous êtes coupable, vous êtes coupable, vous avez parlé d'aveu de culpabilité de l'Europe, mais coupable de quoi? Elle n'est pas coupable du fait que ces peuples souhaitent être du côté de l'opulence et de la liberté. De vous, je n'ai pas des comptes politiques à rendre. Mais moi non plus, mais à qui moi je ne suis pas lié à aucun parti politique. Pourquoi dites-vous ça? Non, mais pourquoi dites-vous ça? J'appartiens à aucun parti politique. Donc vous me laissez parler. Non, mais vous venez de faire une attaque à Dominem, je ne rends compte à aucun parti politique. Personne ne moi je parle de moi. Donc je voudrais dire tout simplement que vous m'avez fait une réduction à Poutinum pour citer les... voilà. Un peu de culture, ça fait pas mal. Mais ce que je dis tout simplement, c'est que l'Union européenne savait qu'il y avait toute cette tension. Et qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Par exemple, il y a 3 semaines ou un mois, peut-être, je me trompe un petit peu, il y avait tranquillement des navires russes qui passaient dans le canal de Sicile et on parlait tout simplement d'autre chose, pas de se dire peut-être il faudrait effectivement commencer à prendre déjà des mesures économiques pour empêcher à Poutine. Et soyons clairs. Par exemple, et soyons clairs, parce que c'était, vous me laissez parler, parce que soyons clairs, moi aucun sympathie pour Poutine ni pour le fait qu'il est en train d'attaquer un pays souverain. Comme il avait fait déjà avec la Géorgie. La Géorgie, mais il faut aussi se rappeler que il faut aussi... Pardon? Je dis parfait, on sait où est le coupable, c'est Poutine. Voilà. Il faut aussi se dire, par contre, être honnête, que l'Union européenne avait aussi son intérêt à laisser faire tout un tas de choses à Poutine, parce qu'il a réglé tout un tas de questions compliquées. Par exemple, il y a quelques mois, il y a eu l'Arménie et l'Azerbaïdjan et la Turquie. Enfin, excusez-moi, l'Union européenne aurait dû peut-être assumer des responsabilités différentes. C'est vrai qu'elle l'a pas fait juste il y a 3 jours. Aurait-elle pu le faire? On va en reparler dans un instant parce que ça vous passionne. On va en reparler dans un instant. Aurait-elle pu le faire? Thierry Guerrier, Matteo Ghisalberti, Jean-Luc Benamias à distance et Benjamin Djan. Restez avec nous sur Sud Radio. On revient dans un instant. À tout de suite. Les débats jusqu'à midi sur Sud Radio. Débat enflammé. Vous avez pu l'entendre. On parle d'une guerre. En même temps, c'est tout à fait normal. Avec Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, Benjamin Djan, porte-parole de Territoire de Progrès, Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien à Field Media, et Thierry Guerrier, éditorialiste Sud Radio, qu'on retrouve tous les vendredis, notamment dans le Grand Matin Sud Radio. On parlait de ce que, dans un instant, on va parler de la présidentielle. Macron, enfin candidat. Est-ce qu'il le sera vraiment? Est-ce qu'il va jouer le rôle d'un candidat et d'un président de la République? Ou est-ce qu'au contraire, cette campagne va être éclipsée complètement par la guerre? En quelques mots d'abord, pour conclure, sur la guerre en Ukraine, qu'est-ce que l'Europe aurait pu faire de plus pour empêcher ce qui se passait? Était-ce ne serait-ce que dans ses moyens? Tiens, Jean-Luc Benamias. Jean-Luc Benamias. Reprendre le débat tel qu'il a eu lieu, et ce serait bon que les polémiques soient plus apaisées. Dans une tension extrême, je pense que nous en avons vraiment besoin. Bon, sur le fond, qu'est-ce qui peut arriver de mieux dans la période, de mieux entre guillemets, c'est que, et j'espère que ça existe dans les contacts secrets qui peuvent exister en politique internationale, c'est de voir si chez les militaires russes, le commandement russe, ils sont tous totalement derrière M. Poutine, et je n'en suis pas certain. Clairement, il y a les oligarques, ça joue un rôle, mais enfin les oligarques sont quand même très coincés par leur politique d'alliance avec M. Poutine. Je ne suis pas certain que l'ensemble des commandants de l'armée russe soit d'accord avec cette logique guerrière qui n'a aucune porte de sortie si M. Poutine va jusqu'au bout. Voilà. Et je pense que les services secrets américains, les services secrets des différents pays européens, en tout cas je l'espère, sont en action pour voir chez ces commandants russes quelles sont les personnes qui ont un peu de responsabilité
et de co-responsabilité par rapport à... Jean-Luc, j'ai peur qu'on se rassure à peu de frais. Je me rassure pas. J'aimerais bien que tu aies raison, et j'aimerais bien que ce soit le cas maintenant. Si on doit compter sur d'hypothétiques capacités de retournement d'une partie de l'oligarchie ou de l'entourage de Poutine pour le neutraliser, bon, ce sont des spéculations qui malheureusement ne correspondent pas à la réalité. Évidemment, je suis sur ta ligne, mais quelle impuissance pour nous. Une chose mettra d'accord tout le monde, en tout cas, c'est la solidarité envers toutes les victimes de la guerre. Christine Bouillot, notre correspondante Sud Radio en Occitanie, qui nous transmet cette photo qui fait chaud au cœur d'un 38 tonnes de matériel médical qui part directement à l'instant de Toulouse pour l'hôpital de Lviv. Il y a beaucoup d'aides qui partent un peu partout en Ukraine, jumelée à Kiev. Oui, c'est tout à fait possible. Pour la ville de Toulouse, d'ailleurs, l'Ukraine, à l'instant, demande au Comité international de la Croix-Rouge une aide d'urgence pour les couloirs humanitaires sur lesquels elle s'est mise d'accord hier avec les Russes. On va parler d'une autre campagne, heureusement beaucoup plus pacifique tout de suite. De la présidentielle. La présidentielle aura bien lieu, en tout cas le président de la République en sera. Il a annoncé cette nuit dans la presse quotidienne régionale sa candidature. Mes chers compatriotes, je sollicite vos suffrages pour un nouveau mandat. Emmanuel Macron qui trace les grandes lignes d'ailleurs du mandat qu'il espère accomplir, notamment travailler davantage, continuer les baisses d'impôts, faire progresser l'Europe de la défense, l'indépendance énergétique grâce notamment au nucléaire et aux renouvelables, y compris l'indépendance, la suppression de la dépendance au gaz. Ça, c'est d'actualité. Pour en parler, on va aussi réécouter notre invité politique ce matin sur Sud Radio. C'est Emmanuel Bompard, directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Il a réagi à cette lettre de candidature d'Emmanuel Macron. Il n'y avait pas de suspense. Oui. Moi, à la limite, si j'attendais une lettre d'Emmanuel Macron, c'était plutôt une lettre d'excuses. D'excuses pour la politique qui a été mise en place depuis 5 ans. Nous n'avons pas tout réussi, il y a un début d'excuses. Et puis le reste, c'était parfait, c'était génial ce qu'il a fait, si on en croit ce qu'il dit dans sa lettre. Je rappelle que le quinquennat d'Emmanuel Macron est celui qui a vu une explosion des inégalités extrêmement importante. Aujourd'hui, dans ce pays, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Est-ce que cette situation est acceptable, franchement? Et ça, c'est pas seulement le résultat de la politique d'Emmanuel Macron, mais en tout cas la politique d'Emmanuel Macron n'a pas corrigé ces inégalités. Donc le président de la République aurait mieux fait de s'excuser, il préfère annoncer sa candidature, très bien, maintenant il y aura une campagne chômage, projet contre projet. Et c'était Emmanuel Bompard de la France Insoumise, invité du petit déjeuner politique aujourd'hui avec Benjamin Glaise dans le Grand Matin Sud Radio. Benjamin Diane, pour présenter la majorité. Emmanuel Macron parle aussi de réduction des inégalités, mais à la racine. Vous vous attendez à quoi comme programme du candidat Macron ? Le programme, c'est effectivement le candidat est un candidat sortant où il est déjà en fonction depuis 5 ans. On est dans une campagne qui est effectivement particulière puisque c'est une campagne où le président Macron sollicite une continuité de son action. Effectivement, le temps politique, on a toujours tendance à vouloir que le temps politique soit très court, mais on se rend compte qu'on ne transforme pas un pays en quelques années. Et le fait moi, je trouve dans cette lettre, alors au-delà de la formule du représentant des LFI qui fait sourire, mais moi je trouve que dans cette lettre, il y a plutôt de la sobriété et plutôt l'envie de montrer en fait quel est le cap, quelle est la direction. Alors quel sera le cap justement? Il parle de travailler plus, adieu les 35 heures par exemple. Il parle surtout, moi ce que je retiens de ce courrier, il y a déjà des éléments importants sur la question des inégalités, ce que vous avez parlé, tout ce qu'il faut continuer sur l'éducation. Il y a des choses qui ont été faites en matière de... Et moi qui viens de la gauche, je peux vous dire, tout ce qu'on a pu parler en palabre sur l'école, comment casser les inégalités, quand on voit le dédoublement effectivement des classes de CP, CE1, tout ce qui a été fait pendant ces dernières années, on voit que les résultats sont là. Il y a un rapport du ministère de l'Éducation nationale qui vient d'être publié récemment et qui montre que le dédoublement des classes fonctionne. Et puis effectivement, il y a cette question de la santé, la vieillesse, aussi dans son courrier. Moi, je trouve qu'il y a des éléments sur la citoyenneté. Il reparle comment est-ce qu'on fait nation aujourd'hui. Et c'est pas une première, ça. Vous êtes d'accord que c'est pas le premier candidat à nous parler de citoyenneté ou de civisme, mais comment faire nation? Non, bien évidemment, mais en ce moment, je trouve que ça fait du bien. Ça fait du bien qu'on reparle effectivement de comment est-ce qu'on fait nation, comment est-ce que on arrive à donner une vision à ce pays. Jean-Luc Benamias, qui lui aussi vient de la gauche, mais n'est toujours pas macroniste. Ce sera quoi le programme du candidat Macron? Je ne pas de lettre. Je l'ai dit tout à l'heure, la politique menée par rapport à la situation guerrière me paraît être celle d'Union nationale démocratique et me paraît être la bonne. Ça, on l'a dit. Pour autant, je salue
le journal, le quotidien La Voix du Nord, qui a refusé de publier en entier la lettre de M. Emmanuel Macron. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est une bonne logique, car après, je ne sais pas comment vont pouvoir se passer les débats. J'espère qu'il y aura des débats entre les différents candidats qui auront enfin obtenu les signatures. Mais je ne sais pas comment ça peut se passer parce que cette situation est absolument, tout le monde le sait, totalement inédite. Alors j'espère qu'on pourra discuter d'autres choses. C'est-à-dire, effectivement, Benjamin, moi je m'excuse, la politique éducative est dans l'éducation avec M. Jean-Michel Blanquer et jamais on a été, les enseignants et les enseignantes se sentaient autant comment dire, abandonnés, n'ont rien compris à toute la politique menée par M. Blanquer. Alors, je sais que, et je n'ai pas envie, dans cette période, de polémiquer inutilement. J'essaye d'être responsable par rapport à tout cela. Mais j'espère qu'on ira au fond des choses. Mais sauf qu'on va voter le 11 avril, il faut bien qu'on en parle. Il faudrait travailler plus. Mais c'est une aberration quand on a 6 millions de chômeurs. Travailler plus. Déjà, mettons en place réellement les 35 heures dans des logiques après industrielles, entrepreneuriales, de regarder comment on fait. Mais arrêtons de penser qu'en travaillant plus, on supprimera le nombre de chômeurs qui sont encore beaucoup trop nombreux. Il y a 8 millions à 10 millions de pauvres dans ce pays. Je sais que c'est moins qu'en Allemagne, mais c'est énorme. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça? Et il y a plein de sujets comme ça. Malheureusement, le débat va être compliqué parce qu'on est en pleine situation guerrière. Mais ces sujets-là sont des sujets d'importance considérable. Dernier sujet d'importance considérable, la fracture qu'on a sentie dans la population depuis les bonnets rouges, depuis les gilets jaunes, depuis les antipas et ainsi de suite. Cette fracture existe. Comment on fait pour que notre pays, dans la démocratie, retrouve un peu d'union nationale dans les perspectives que peut donner la France? Voilà le débat fondamental pour moi, parce que cette fracture sociale, elle est toujours existante. Pas macroniste non plus, mais il vient de la droite, Matteo Ghisalberti. Travailler plus. Oui, il vient de la droite depuis longtemps. Depuis longtemps. Travailler plus avec Emmanuel Macron. Si vous dites ça, ça veut dire que je suis appartenant à un parti politique, alors que j'appartenais à un parti politique, j'adhérais à un parti politique en 2014. Donc, voilà. Je parlais de vos opinions et de votre positionnement. Je trouve que, en tout cas, la procédure, c'est un peu décevant dans le sens que écrire une lettre et être arrivé à la dernière minute pour le faire, ça veut dire un peu esquiver le débat déjà, parce que rien n'empêchait M. Macron de se porter candidat en décembre. Il y avait une autre crise, très bien, mais alors se faire passer pour le sauveur de la patrie toujours, alors qu'on est en fonction, c'est toujours un peu risqué. Enfin, je veux dire, c'est un peu un manque de respect vis-à-vis des citoyens. Gros reproche sur la forme, du coup. Non, et ce n'est pas à travers une façon de faire de ce type qu'on va rassembler les Français. Parce que personnellement, je crains qu'il y aura une grande abstention. J'espère que non. Mais s'il y a une forte abstention, après, on se retrouvera, oui, avec un président, mais pas seulement avec les gilets jaunes. On aura les gilets jaunes, verts, à pois, à carreaux, enfin tout ce qu'on veut. De toutes les couleurs. Et si on revient sur le programme, à quel programme vous attendez? J'aimerais le voir, le programme. J'aimerais qu'on débat du programme. Parce qu'effectivement, dire il faut améliorer l'école, il faut réduire les inégalités, très bien. Mais comment? Est-ce qu'on peut avoir un débat avec d'autres candidats? Et aussi, quand on parle de la paix, oui, d'accord, il pouvait écrire je voudrais bien la paix dans le monde, mais moi aussi. Mais après ça, il faudrait avoir des idées un peu concrètes pour débattre. Thierry Garrier. Oui, il n'y a aucune fuite de la part d'Emmanuel Macron, aucune. Il y a un changement de pied sur la façon de se présenter. Mais je voudrais rappeler à Matteo Ghisalberti, il n'est pas obligé de connaître parfaitement l'histoire politique française, mais François Mitterrand, 35 jours, 35 jours avant le premier tour. Jacques Chirac, 33, je crois. Macron, 38. Donc il est tout à fait exactement. Il est tout à fait dans la façon dont ses prédécesseurs, qui à un moment donné ont tenté d'être candidats à leur propre succession, se sont inscrits. Donc il s'inscrit dans cette tradition, il est aux manettes, et il est aux manettes dans un contexte que tout le monde de bonne foi, Jean-Luc Benagnas vient de le faire, reconnaît. Lionel Jospin tout à l'heure, qui n'est pas macroniste et qui ne soutient pas le président de la République, mais Lionel Jospin vient de dire, du point de vue de la politique qu'il mène dans ce conflit, je soutiens, ou en tout cas je souscris. Et donc vous voyez bien que c'est tellement inouï
C'est tellement inédit dans notre histoire. Même en 2001, il y a le 11 septembre, c'est pas la France qui est attaquée. Et ça a eu une portée sur le débat politique en 2002, bien entendu. Mais Jacques Chirac n'était pas dans une situation de guerre, si vous voulez. Donc c'est sans précédent. Et que le président de la République, à la fois, entre dans l'arène de cette façon qui est une forme utilisée par certains de ses prédécesseurs, la lettre aux Français, François Mitterrand, Jacques Chirac, je l'ai déjà dit. Bref, dans les délais qui sont à peu près les mêmes, qui ne refuse pas l'obstacle, il ira débattre. En tout cas, je pense qu'il aura intérêt à le faire, parce que sinon les Français, en effet, lui feront payer, à juste titre les Français. Et débattre de quoi, justement ? Puisque là, on parle de la paix, on parle de la guerre en Ukraine, et on n'arrive pas... Regardez, je vous ai posé à tous la question au début, travailler plus, oui ou non ? Alors, évidemment, ça fait bondir Jean-Luc Benamias, mais on en reparle pas, que le débat ni Mathéo, ni vous, Thierry. Oui, mais ni Mathéo, vous, tous les deux, vous parlez du délai de la déclaration de candidature, du contexte de la guerre, et du coup, on parle pas des sujets intérieurs. Écrit comme ça sur un papier, sans ça vous plaît pas la forme, ça on a bien compris. Thierry ? Non mais je répète, cette forme, elle est contestée. Mais parlons du fond. Mais bon, on va voter pour quoi ? Non mais François Mitterrand, dans la lettre aux Français, ne détaille pas le programme type manifeste de LR, de LREM ou du PS technique, si vous voulez, comme les font trucs, et que les Français ne lisaient pas. Non. Après, ils viennent déjà de fixer un certain nombre d'éléments. Il va falloir qu'ils soient plus précis. En effet, il va falloir qu'ils sortent du flou et d'un habillage et même d'une capacité à passer un peu vite sur son bilan. En tout cas, comme citoyen, je pense qu'il est légitime de l'exiger et de l'attendre. Et les autres candidats sont d'ailleurs de même dans une situation difficile parce qu'ils doivent rester à une certaine hauteur de vue. Frédéric Dabi, dans le Figaro ce matin, le patron de l'IFOP, nous rappelait qu'il y a une forme d'exigence de la part des Français aujourd'hui pour que les candidats soient à la hauteur de la situation du moment, pas seulement de l'enjeu de la présidentielle, et qu'il y a un effet drapeau pour le président. Les sondages ont l'air de montrer que c'est le cas. Mais il y aura aussi un effet stop, dit Frédéric Dabi, et je souscris à cette analyse, un effet stop pour ceux qui l'interpelleront d'une façon à mauvais escient. Sur le fond, il faut en effet qu'il précise des choses autour des points que Benjamin a cités tout à l'heure, c'est-à-dire le travail, l'école en particulier, qu'il a fixé comme priorité, mais aussi le vieillissement. Vous savez bien, cette affaire de cinquième risque de la sécurité sociale. Et comment prendre en charge et indemniser la dépendance. Ça, c'était dans le programme du candidat Macron, mais il y a 5 ans. La défense, la sécurité, l'énergie. Exactement. Une mesure concrète qui manifestement a été annoncée dans cette lettre, c'est l'augmentation des professeurs. Ça, c'est écrit clairement, mais on ne sait pas à sur quel montant. On va en reparler de cette campagne électorale dans quelques instants avec nos 4 invités. Tiens, est-ce qu'il y aura une vraie campagne ? Finalement, c'est ça, globalement, le débat. On en parle tout de suite avec vous sur Sud Radio. Les débats jusqu'à midi sur Sud Radio avec Matteo Ghisalberti, Benjamin Gian, Thierry Guerrier avec nous également et Jean-Luc Benamias. Aurons-nous une vraie campagne électorale ? On a 2 candidats de plus aujourd'hui. Emmanuel Macron, vous savez qu'il avait ses signatures, mais il a confirmé sa candidature dans la presse de ce matin. Et Philippe Poutou, le candidat du nouveau parti anticapitaliste. Allons-nous parler davantage des sujets domestiques, du pouvoir d'achat, de la dépense, de la défense, de l'Europe, de la défense, pourquoi pas ? Ou allons-nous être obnubilés par la guerre en Ukraine ? Ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Pour vous, Thierry Guerrier, il n'est pas du tout incompatible de parler des deux. Contrairement à ce que se dit beaucoup en ce moment, Emmanuel Macron essaierait de contourner l'obstacle, d'enjamber la campagne. En réalité, il a une difficulté. La difficulté, c'est qu'il avait l'intention, d'une autre façon, de se réinventer, c'est-à-dire d'essayer de faire une proposition d'optimisme et d'un projet un peu différent, évidemment, de ce qu'il a développé pendant 5 ans pour faire aboutir ce qui, selon lui, a marché, etc. Il est en très grande difficulté pour pouvoir le faire en réalité. Alors évidemment, il va peut-être être porté par la dimension chef de l'État égale chef des armées et avec sa posture aujourd'hui de chef de guerre. Très bien. Mais ça ne suffira pas. Et la nécessité de montrer que sur 5 ans, il va proposer aux Français des choses qui sont pour eux structurelles, c'est-à-dire leur pouvoir d'achat, leur sécurité, la question de l'identité, tous ces aspects-là. La question des retraites aussi. S'il n'est pas capable d'aller plus loin dans la précision que ce qu'il a écrit hier, alors il aura des difficultés, tout chef de guerre qu'il est. Et il ne faut pas croire que les Français vont se faire voler la campagne. Et donc, je ne crois pas que ce soit facile pour lui, aujourd'hui, autant qu'on le veuille, même si, évidemment, ça lui permet de passer un peu vite sur le bilan. Oui. Ça, je le reconnais. Matteo Ghisalberti, Emmanuel Macron devait être en meeting demain à Marseille. Ça a été annulé, évidemment. Alors, je pense qu'il y avait peut-être aussi des exigences de sécurité, vu la situation dans laquelle on est. Mais je voudrais aussi préciser une chose que
j'aimerais que, au moins pour ces derniers 30 jours de campagne électorale, on évite de dire vous contestez Macron, donc vous êtes contre la France, que pour la Russie, etc. Non, j'extrémise. C'est justement parce que nous sommes une démocratie qu'on a tout à fait le droit de contester le président un poste. En tout cas, c'est beaucoup moins risqué qu'en Russie quand on conteste Vladimir Poutine. Je veux dire, on n'a aucun problème à contester Macron. On est, je pense, très tous derrière Macron, ou en tout cas beaucoup de monde l'est dans cette situation. Et je dois dire qu'il a effectivement fait tout ce qu'il pouvait faire, de mon point de vue, pour éviter le pire. Il n'a pas réussi, mais honnêtement, je ne suis pas macroniste, mais je veux dire. On l'aura compris. Mais pour la campagne électorale, je pense qu'effectivement, il doit absolument aller voir les Français, mais aller passer sur les télés dans des débats effectivement très importants, parce que c'est aussi sa force, s'ils veulent gagner, de dire, moi, je n'ai pas peur du débat, même au milieu d'une guerre, je vais... Jean-Luc Benamias, vous avez peur de vous faire voler la campagne ou pas, vous ? Non, je n'ai pas peur de me faire voler la campagne. J'espère que les débats auront lieu. Il y a 2 urgences. Il y a l'urgence dans laquelle on est par rapport à une guerre dont on ne sait pas comment elle peut aller vers le pire. Et M. Macron l'a dit lui-même, on peut aller vers le pire, malheureusement. Et puis il y a l'autre urgence. Le rapport du GIEC qui vient de sortir, nouveau rapport du GIEC, c'est l'urgence climatique et l'urgence d'avoir une planète qui reste encore vivante dans les dizaines d'années qui viennent. Et donc, j'espère que le débat portera aussi sur cela, parce que derrière cette urgence climatique et l'urgence de la défense du vivant, il y a toutes les politiques amenées par rapport à... Les Français, on voit le prix à la pompe qui augmente. Moi, j'aime bien parler de mais GIEC, ça, c'est des éléments. Évitons le gaz et les fossiles et relançons le nucléaire comme le président Macron le souhaite. Bien sûr, et on a vu d'ailleurs en Ukraine que quand il y a une attaque, tout d'un coup il y a des erreurs qui sont faites et qui peuvent taper sur le centrales nucléaires. Génial, comme perspective c'est énorme. Voilà, le seul argument des hostiles Nous prenons le risque pour un certain nombre d'écolos responsables de dire ok, il y a besoin d'une transition énergétique qui sera progressive. Ok, nous prenons le risque de dire, nos centrales, nos réacteurs nucléaires encore existants aujourd'hui en France, on est le pays qui a le plus de réacteurs nucléaires dans le monde, de dire que ces réacteurs nucléaires pourront durer 10 ans, 15 ans, 20 ans de plus pour préparer la transition énergétique. Le vrai débat est de savoir comment on réduit la consommation énergétique et en France et en Europe et sur toute la planète. C'est ça le vrai débat. Alors après, évidemment, il est concomitant avec ce qu'on vit en ce moment. Et c'est là la difficulté. Moi, je crois, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. J'avais peur que Emmanuel Macron refuse les débats en plénière avec l'ensemble des candidats et candidates. Il semblerait, d'après ce que j'ai compris, qu'il accepte le débat. J'espère simplement que les débats se poseront de manière assez apaisée dans une situation totalement guerrière. Absolument. Ça sert à rien que je le dise, mais je le dis quand même. Ce sera difficile. Alors, il semblerait qu'Emmanuel Macron accepte le débat. Je vous ai vu dire non de la tête, Benjamin. Pardon, mais je trouve que nos interrogations sur le débat aura-t-il lieu ou n'aura-t-il pas lieu, il y a quelque chose d'un peu indécent à se poser la question de savoir si la France est une démocratie et si aujourd'hui dans notre pays, pas la question si dans notre pays aujourd'hui il n'y a pas de possibilité d'avoir un débat démocratique et un président de la République qui enjamberait complètement l'élection. La réalité, et je fais confiance d'abord aux journalistes pour faire leur travail, je fais confiance à l'opposition également pour faire son travail et poser le débat. Depuis quand il n'y a pas de débat politique en France? La vraie question qu'il faut se poser sur l'existence du débat politique... Il faut que le président réponde aux questions qui sont posées. Mais la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est qu'effectivement le candidat Macron est un président sortant, mais depuis plusieurs mois, les oppositions ont eu la possibilité de poser aussi le débat. Mais quel spectacle ils ont donné? J'ai eu l'impression pour l'instant que le débat était plutôt un petit débat d'ego, d'appareil, sur des questions de casting, véritablement, plutôt que sur des questions des vrais enjeux. Donc la question, moi, je la renvoie un peu aussi à tous les partis politiques en disant, il y a un côté un peu paradoxal à demander on veut des grands débats et puis à animer plein de petites discussions. Est-ce que les Français seront nombreux à voter, Thierry Garrier? Qui peut répondre? Difficile à prédire. On peut
imaginer que la situation dans laquelle nous nous trouvons, d'une crise internationale sans précédent, aussi aiguë et à nos portes, amène finalement les Français qui s'inquiètent ou les jeunes qui pouvaient considérer, parce que ce sont eux qui sont majoritairement abstentionnistes, se disent finalement il faut peut-être y aller parce que ça a du sens. Je le souhaite, j'espère que je ne plaide pas simplement comme ça dans le vide. Voilà, je n'en sais rien. En vérité, nous ne savons pas. Il faudra se tourner vers ceux qui suivent l'opinion au jour le jour, comme Frédéric Davy par exemple. Et pas seulement. Et pour l'instant, les estimations de participation ne sont pas forcément très hautes. Mathéo ? C'est ça. Enfin, j'estime que, je pense que la limite pour s'inscrire sur les listes électorales est dépassée, mais on peut toujours faire des procurations, par exemple. La question est de savoir si ceux qui sont inscrits vont y aller. Oui, c'est ça le sujet. Si je fais une procuration, j'espère que la personne... Les Français vont-ils se passionner pour cette campagne électorale? Depuis l'étranger aussi d'ailleurs. Donc, oui. Un mot, Jean-Luc Médamias. Oui, ils vont se passionner. Ceux qui vont aller voter vont se passionner. Mais les autres, justement, toute la question est de savoir combien seront-ils. Merci à tous les quatre d'être intervenus dans ces débats sur Sud Radio. Jean-Luc Benamias, je le rappelle, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Benjamin Diane, porte-parole de Territoire de Progrès. Merci pour ce baptême sur Sud Radio dans nos débats. Et Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien à Film Média. Thierry Guerrier, éditorialiste politique dans le Grand Matin Sud Radio, qu'on retrouve avec bonheur vendredi prochain. Avec plaisir. Et ce sera avec Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Cette fois-ci, chers amis, la journée continue à l'écoute de Sud Radio. Juste après les informations, tiens, la guerre de l'information, c'est le nerf de la guerre tout court, puisque André Berkoff, dans tous ses états, reçoit la patronne de Feu RT France, Xenia Fedorova, sur Sud Radio, juste après les informations. Bonne journée à vous.